Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver en ce lundi soir pour un nouveau numéro de 85 chrono J-13 avant le grand départ du Vendée Globe. Mais l'actualité sportive ne se résume pas seulement à l'Everest des mers, preuve en est avec le sommaire de ce soir. C'est sans nul doute l'exploit avec un E majuscule du week-end en Coupe de France. Le petit pousset de Saint-Philbert, la Réorte, la Jeudonnière s'est qualifié pour le 7e tour de la compétition. Les Rouges et Noirs sont venus à bout de Cholet à l'issue de la séance des tirs au but. Vous le verrez, l'actualité ballon rond était aussi marquée par la troisième et dernière journée de la Montaigu Futsal Cup. Samedi soir, affiche France-Portugal au complexe Maxime Bossis de Montaigu-Vendée. Sur les terrains de handball, Pouzauges visait un deuxième succès consécutif en championnat devant son public. Une rencontre riche en buts et en rebondissements. Et puis enfin, vous y avez forcément déjà joué au moins une fois. Et bien eux représentent ce qui se fait de mieux sur les tapis de billard de l'Hexagone. Nous avons suivi ce week-end à Saint-Fulgent l'Open national de billard Black Ball. Voilà pour le programme de ce lundi 28 octobre 2024. 85 chrono, ça commence tout de suite. Départemental 3, le 11e échelon du football français puisse se hisser au 7e tour de la Coupe de France de football. Peu l'auraient imaginé, mais eux l'ont fait. L'exploit du week-end est signé du FC Saint-Philbert, la Réorte, la Jeudonnière. Petit pousset parmi les 310 clubs encore engagés au 6e tour de la compétition. Dimanche au stade de la Jeudonnière, les Vendéens affrontaient l'équipe de Cholet, pensionnaire de Régional 3, soit 3 divisions au-dessus des joueurs entraînés par Bruno Guédon. Les supporters étaient venus en nombre au stade pour encourager les jaunes et noirs qui évoluaient en blanc hier après-midi. Les Choletais mettent rapidement le pied sur le ballon en ce début de rencontre et s'essayent de loin à l'image de cette tentative de Zekovic. Pas de but en première période. La formation du Maine-et-Loire a les plus grosses occasions mais manque toujours de justesse dans le dernier geste. Assez peu de ballons chauds à négocier jusqu'ici pour le portier vendéen Dimitri Gerbeau. Cholet peine à apporter le danger dans la surface des Blancs. La plus grosse occasion côté Saint-Philbert, la Réorte, la Jeudonnière est venue de la gauche. Jules Cosset entre en jeu, sert Grégory Rambaud. Le gardien choletais se saisit du ballon en deux temps. Les pensionnaires de R3 vont se montrer bien plus difficiles à contenir en fin de match, même si Besnard ne règle toujours pas la mire. Le cadre échappe encore aux visiteurs, mais le danger se fait de plus en plus pressant. Servi dans la surface, Pablo Marquez est même tout proche d'ouvrir la marque à la 85e, mais son tir vient mourir sur la barre transversale de Gerbeau. Il faudra d'ailleurs une ultime intervention du portier vendéen pour préserver le score de 0-0 et emmener les siens vers la séance des tirs au but. Un exercice qui avait déjà souri aux jaunes et noirs lors du 3e tour. À égalité au 5e tireur, les deux équipes se retrouvent à la mort subite. Pour Cholet, Nolan Rousse en met un peu trop. À Pierre-Alain Trinet de venir libérer tout le stade de la Jeudonnière. Le FC Saint-Philbert, la Réorte, la Jeudonnière signe un nouvel exploit et fait tomber pour la 3e fois consécutive un club de Régional 3. Le club qui n'avait jamais fait mieux qu'un 3e tour en Coupe de France sera au 7e à la mi-novembre. Thibaut Grasset a vécu l'après-match en compagnie du peuple jaune et noir et a recueilli au passage plusieurs réactions. On a subi quelques vraies occasions, plus que le tour d'avant, c'est sûr. Mais on sait qu'il y a les joueurs pour contenir ça et puis après pour faire peur de manière offensive. Cette équipe est largement supérieure à nous. Les conditions, quelques joueurs chez nous qui sont au top et voilà. Et je pensais vraiment qu'on allait pouvoir scorer. Et puis après au tir au but, c'est incroyable parce que 2 fois on peut finir, on ne le fait pas. Et il a fallu la 3e fois. C'était possible, mais de ça, et on est passé par le trou de souris. Au niveau de l'animation offensive, en première mi-temps, on est passé complètement à côté. En deuxième mi-temps, on a réussi à régler pas mal de choses et notamment on a réussi à leur poser beaucoup de problèmes dans les couloirs. On n'a pas été juste dans la dernière passe, dans le dernier geste dans la surface. C'est aussi sur quelques échecs comme aujourd'hui qu'on arrive à construire des choses. Donc il faut se servir de ça parce que ça reste formateur pour nos jeunes et pour notre club aussi. C'est un groupe de copains en fait, tout le monde est natif du coin. Donc il y a une osmose qui se fait, il n'y a pas de mercenaires dans l'équipe. Donc c'est vraiment c'est une bande de potes tout simplement. Et en fait il y a un chef d'orchestre qui est là du coup qui est Bruno. Donc respect à notre entraîneur, c'est un monsieur du coup franchement. Au niveau pour fédérer comme c'est fédéré aujourd'hui, quand tu vois le monde qu'il y avait aujourd'hui, c'est juste magique, c'est magique. Et du coup, ce qui est vraiment chouette, c'est qu'on a invité mercredi pour aller au tirage en tant que petit poussé. Et on y sera, avec fierté, avec nos couleurs, jaune et noir. C'est cool pour le peuple jaune et noir, franchement. Il nous reste 8 matchs pour aller à la finale. Non, sérieusement, après, voilà, c'est juste magique.
Après, on espère recevoir un club vendéen, ça serait vraiment chouette. Et c'est que du bonus. Enfin, aujourd'hui, c'était que du bonus et ça a voulu rire pour nous. Donc voilà. Maintenant, on sait que l'objectif du club, c'est vraiment la montée en D2. Donc il faut que les joueurs continuent à bosser comme ça. Donc, c'est vraiment chouette. Vraiment, vraiment. Voilà, Saint-Philbert-la-Horte, la Jeudonnière qualifiée. Quid des autres formations vendéennes? Pour rappel, ils étaient encore 6 en lice au 6e tour de la Coupe de France. Eh bien, c'est un quasi sans faute. Pour les Vendéens, samedi, les 2 pensionnaires de N2, les Herbiers et la Roche-Vève, se sont qualifiés sans problème. Pas de souci non plus dimanche pour Fontenay qui a étrillé 6-0 l'équipe de Moncé-en-Belin, ou pour la Roche-ESO, facile vainqueur de Saint-Julien-d'Ivat. La seule équipe à prendre la porte, c'est la Châtaigneraie qui s'incline au tir au but sur la pelouse de Saint-Philbert de Grandlieu. Prochain rendez-vous, le week-end du 16 novembre pour le 7e tour de la compétition. C'était l'un des rendez-vous sportifs à suivre tout au long de la semaine dernière du côté de Montaigu-Vendée. Depuis mercredi, au complexe sportif Maxime Bossis se tenait la Montaigu Futsal Cup, tournoi international amical réservé aux moins de 19 ans. 4 sélections présentes, le Japon, la Croatie, le Portugal et l'équipe de France. Et après un sans faute et 2 victoires en 2 matchs, les tricolores affrontaient le Portugal en clôture samedi. Objectif, poursuivre la préparation en vue des qualifications pour l'Euro 2025 qui arriveront en mars prochain. En cas de succès, les Lusitaniens avaient l'occasion de ravir la première place au bleu. Une sorte de finale donc pour cette 3e et dernière journée. Français et Portugais qui se rendent coup pour coup dans cette première période. Pas de but, mais il faut dire que les 2 gardiens brillent de chaque côté. Vény Sampiero et Jérémy Ramsamy, un côté bleu, viennent retarder plusieurs fois l'échéance face aux offensives portugaises. 0-0. À la pause, le public du complexe Maxime Bossis assiste à un match de haute volée. À l'entame, Traoré et puis Oubric manquent de peu d'ouvrir le score. Une nouvelle fois, ce sont les gardiens qui s'illustrent de part et d'autre. 26e minute, les joueurs de Clément Lerebourg vont venir concéder un coup franc très bien placé pour la Seleção. Coup franc dont se charge son capitaine Leonildo qui ouvre le score, 1-0 pour le Portugal. Dans la foulée, l'équipe de France réagit sur cette frappe de Yanis Elkaïm Bila qui fait le cadre. Puis de loin avec Lorenzo Insiele. À 5 minutes du terme, les Portugais ont le ballon et Leonildo, complètement oublié par la défense tricolore, inscrit un doublé, 2-0, puis 3-0. 2 minutes plus tard, le gardien français était sorti et sur ce lob parfaitement senti, le capitaine du Portugal inscrit un triplé et scelle le succès des siens. Les Bleus viendront sauver l'honneur par Louis-Hugo Villot sur coup franc en fin de match. Et c'est le Portugal donc qui s'impose 3-1 et qui s'offre cette Montaigu Futsal Cup. Plusieurs réactions au micro de Thibaut Grasset, à commencer par les sélectionneurs. À l'instant T, on est forcément déçus parce qu'on est des compétiteurs et qu'on avait envie de plus. Maintenant, sur le contenu des 3 matchs, c'était ce qu'on était venu chercher. J'avais dit aux garçons, se construire comme équipe, se construire une dynamique de jeu et en dehors du jeu. Il nous manque de la maîtrise sur notre animation offensive, c'est-à-dire avoir des temps où on a le ballon et on peut mettre en danger l'adversaire, pas que sur des transitions, mais sur des temps d'animation avec nos pivots. Moi, j'avais des garçons de 2008, des tout jeunes, donc c'est pas facile. Maintenant, effectivement, l'objectif, c'était pas de gagner ce soir, même si on aurait pris la coupe volontiers, c'est de se qualifier pour l'Euro, parce que ça, c'est des événements importants pour la progression de nos joueurs et pour les faire grandir et devenir des sélectionnés A. Este é torneio que Portugal já vem há alguns anos. C'est un tournoi auquel nous participons depuis plusieurs années, qui est très relevé et cela nous a permis de montrer toutes nos qualités avec 3 matchs difficiles, de grosse intensité. Cette compétition nous sert à bien préparer l'Euro qui se tiendra l'année prochaine. C'est un rendez-vous très important pour nous. Cette semaine nous a permis de nous jauger et de poursuivre notre préparation avec des rencontres de haute intensité. Les différentes équipes engagées ont affiché un excellent niveau. Le Japon a été une agréable surprise, nous ne les connaissions pas et nous avons découvert une très belle équipe. En futsal, la France est aussi aujourd'hui l'une des références au niveau européen. Il faut donc être très exigeant pour gagner ce type d'événement. E por isso mesmo, nós tivemos que jogar no máximo das nossas capacidades. 2000 ans, le premier sportif où le plateau a été de qualité. Voilà, on savait qu'on allait avoir 4 nations majeures du futsal. Et ça a été confirmé tant dans les scores que dans le contenu qui a été proposé. Un deuxième bilan au niveau de l'affluence et de l'organisation, où du coup on a fait ça comme tous les soirs avec une équipe qui est rodée aujourd'hui à ce type d'événement. Donc vraiment un bilan plus que positif sur l'ensemble du tournoi. Et puis pour être tout à fait complet sur tous les résultats de cette 6e Montaigu Futsal Cup, sachez qu'en amont de ce France-Portugal se tenait également la rencontre entre le Japon et la Croatie. Les 2 nations se sont neutralisées sur le score de 3-2. Avec 2 points récoltés, le Japon rejoint donc le Portugal et la France sur le podium. Les Croates terminent 4e.
En dehors des terrains de football et de futsal, on jouait également ce week-end en rugby avec un petit point sur les résultats de la Fédérale 2. La fin de match a cette fois souri au FC Lyonnais, battu le week-end dernier dans les ultimes instants. Les hommes de Jérémy Luçon se sont cette fois imposés face à Gennevilliers grâce à un ultime essai signé Métayer. Victoire 32-27 face aux Franciliens hier après-midi à Desgranges. Après 6 journées, le FCY se maintient à la 8e place et puis une division plus bas en Fédérale 3. Le Rugby Club Sablé poursuit sa promenade de santé. Les Azurés Blancs s'imposent sans difficulté avec le bonus offensif, 68-13 face à Saint-Sébastien-Basse-Goulaine hier après-midi à la rue de Lierre. 6e succès en 6 matchs pour les Sablés qui continuent d'engranger les points et sont toujours leaders de leur groupe. Quelques résultats basket à présent et en images. Pas de Wonder League pour La Roche-Vendée Basket. Les Tigresses étaient engagées en Coupe de France sur le parquet de Landerneau pour disputer les 16e de finale de la compétition. Les Lyonnaises s'inclinent 73-71 vendredi soir. Les joueuses de Manu Body pensaient pourtant l'avoir remporté sur un ultime shoot à 3 points de Brooke McCarthy-Williams. Joie de courte durée, le corps arbitral décidant d'annuler ce shoot primé déclenché trop tard par la meneuse américaine. Défaite 73-71 donc pour La Roche qui quitte cette Coupe de France dès son entrée en lice. Autre résultat basket, cette fois chez les garçons en National 1 masculine, place vendredi soir à la 8e journée. À domicile, salle Beau Séjour, les Sables Vendée Basket s'inclinent de peu face à Tours, défaite 87-89. Les joueurs de François Sens pointent à la 11e place et puis à l'extérieur, le Vendée Chaland Basket concède un deuxième revers de rang, battu 77-64. Le VCB perd 3 places et se classe 7e. Un étage plus bas en National 2 masculine, pas de victoire là non plus pour le Montaigu Vendée Basket. Les hommes de Paul Ravon accueillent Rezé samedi soir pour la 6e journée. Le derby ligérien a tourné en faveur des visiteurs qui s'imposent 80-66. 3e revers de rang pour les Montacutins qui restent 12e. Et puis décidément, résultat bien délicat pour les formations vendéennes en basket ce week-end. Il s'en est pourtant fallu de peu pour que les espoirs de La Roche-Vendée Basket ne viennent décrocher leur première victoire en N2. Opposés à Avrier samedi, les Lyonnaises s'inclinent 69-70 et restent lanterne rouge. Allez, direction désormais les terrains de handball avec la Nationale 2 masculine. Poursuite du championnat. Samedi soir, salle de l'Étoile pour Pouzauges. Le PVHB, 3e de son groupe, recevait le Plessis-Trévise, équipe du Val-de-Marne et 9e au classement. Dans les premières minutes, débat équilibré entre Vendéens et Franciliens. De part et d'autre, les attaques règlent progressivement la mire. Le coach Pouzauges, Steve Berger, peut rapidement compter sur son numéro 65, Andrea Proasca, auteur de 3 buts en 2 minutes pour emmener les siens à +2. Face à lui, côté Val-de-Marne, un autre homme fort de cette première période, Azizi, 7 buts au compteur en une demi-heure, qui rééquilibre les débats 10 partout à 10 minutes de la pause. Dans les derniers instants, ce sont les visiteurs qui reprennent les commandes. À la mi-temps, c'est donc le Plessis-Trévise qui est devant 16-14 au tableau d'affichage. Un écart de 2 buts que le PVHB va diligemment venir combler au retour des vestiaires, conjugué aux 5 arrêts en 6 minutes de Théo Vandeval dans la cage pouzaugeaise. L'attaque vendéenne recolle, 17 partout et prend les devants après 40 minutes, 20-18 au score. Les deux formations se livrent à une belle bataille samedi soir. À la 50e minute, la décision n'est toujours pas faite entre Pouzauges et les visiteurs. La fin de match est haletante. Les visiteurs ont repris le lead. Les Vendéens sont menés 31-33. Les jaunes et noirs vont alors inscrire 3 buts coup sur coup pour mener à 30 secondes du coup de sifflet final. Mais voilà, après un ultime temps mort, Cissé, meilleur buteur du match, vient délivrer son camp en inscrivant son 12e but personnel. Score de parité donc à l'issue de ce festival offensif. L'égalisation elle est juste ici, 34 partout. Un match à suspense pour l'entraîneur des Pouzauges, Steve Berger, qui a laissé quelques cordes vocales sur le parquet de l'Étoile. On l'écoute avec Thibaut Grasset. C'était un match tout au long serré, même si faut admettre que l'entente plécienne a amené la majorité du temps. On aurait pu, à l'image du match de Saint-Ouen, faire le hold-up à la fin. Enfin, le hold-up. Prendre une victoire qui, sur la physionomie du match, n'est pas spécialement méritée. Il faut l'admettre, faut être honnête. Maintenant, ce soir, c'est pas une défaite, c'est un match nul. Même si, très franchement, on attendait aussi autre chose et une victoire. Maintenant, quand on prend 34 buts, ça devient compliqué de gagner. Je pense qu'actuellement, là où l'axe de progression prioritaire, et là on doit vraiment être meilleur que ça, c'est sur l'aspect défensif. Je ne dis pas que le reste c'est parfait, mais je dis l'axe majeur où on doit progresser, qui nous permettra, je pense, de gagner des matchs. Si le reste à ce même niveau, c'est l'aspect défensif. On n'était pas du tout favoris. Pouzauges est dans le haut de tableau, nous plutôt dans le bas du tableau.
Et ça a été très serré tout au long du match, eux devant, nous devant. Et ça finit à égalité, un score somme toute logique, on est plutôt content. Et il y avait vraiment une belle opposition avec des belles valeurs. Nous, il nous manquait aussi notre demi-centre qui est assez performant. On avait un petit peu de mal dans les rotations. Mais le niveau est là. J'ai l'impression que dans cette poule, tout le monde peut battre tout le monde. Et c'est ça qui fait le charme de cette poule-là qui est très compliquée. Victorieux le week-end passé, Pouzauges prend donc 2 points à l'Étoile samedi soir avec ce match nul face à l'Entente Plécéenne handball. Après 7 journées, le PVHB se maintient sur le podium de sa poule en 3e position. Place désormais à 2 semaines de pause avant d'entamer les 4 dernières rencontres avant Noël. C'est un sport qui compte aujourd'hui en France plus de 17 000 licenciés. Parmi eux, ils étaient près de 450 en Vendée depuis vendredi et tout au long du week-end pour participer au 2e tournoi national de la saison. Ça se passait du côté du complexe sportif de Saint-Fulgent, une compétition organisée par la Fédération française de billard et le club local, le Black Pearl et ses 40 bénévoles. Compétition de blackball que l'on appelle plus communément le billard anglais avec ses 7 billes jaunes, ses 7 autres de couleur rouge accompagnées d'une noire et d'une blanche. Les règles, vous les connaissez, c'est l'objectif de rentrer l'intégralité des billes de sa couleur avant de terminer avec la bille noire. 450 billardistes présents, donc je vous le disais, à la fois en individuel et en équipe, dans 8 catégories représentées, des juniors aux handi-fauteuils en passant par les vétérans. La catégorie reine, celle des masters, réunissait les 32 meilleurs joueurs français. Dans cette catégorie, la finale de cette 2e étape des championnats de France offrait un duel entre 2 licenciés du club de Viroflay basé dans les Yvelines. Alexis Klinka était opposé à Yannick Beaufils, ici à l'image, double champion du monde en 2022. Et c'est ce dernier, Yannick Beaufils, qui s'impose, décrochant ainsi son 2e Open de la saison après celui remporté à Saint-Louis en Alsace fin septembre. C'était la 3e fois que le club de Saint-Fulgent organisait un tel événement, une occasion pour le club fulgentais de faire connaître ses activités en Vendée, le billard dans le département qui est d'ailleurs représenté par 14 clubs pour un total de 380 licenciés. Au micro de Daniel Lelanne, je vous propose de retrouver l'un des vainqueurs du jour, Yannick Beaufils, qui revient sur sa finale. Il est suivi d'Émilie Fesquet, quart de finaliste en simple, et de Sophie Clou, présidente du Black Pearl. On fait partie des tout meilleurs joueurs français, tous les deux. On est toujours dans les 3-4 meilleurs joueurs français. Donc en plus, c'est un coéquipier. C'est la relève. Il a moins de 25 ans. Il est déjà très, très, très fort. Donc on a plutôt bien joué. C'était une belle finale. J'ai pas eu trop les jeux après la casse. C'était difficile. J'ai vraiment subi tout le match. Je suis arrivé à m'en sortir un peu miraculeusement pour revenir à la belle. Puis après, à la belle, là, il y avait beaucoup de pression. On a chacun raté un coup. C'était vraiment tendu. Ça a tourné dans mon sens. Donc, bien content de m'en être sorti. Je suis déjà venu faire des formations. Je connais bien les organisateurs. C'est une salle aussi qui m'a déjà souri dans le passé, où j'ai déjà gagné un Black Ball Master. Je me sens bien. On va dire que c'est plutôt la Vendée qui me sourit que la chance sur le jeu. C'est le 2e tournoi national de la saison 2024-2025 et en tant que sportif de haut niveau, je fais partie donc des meilleures joueuses françaises. Nous devons être présentes à chaque compétition nationale pour être dans les 7 premières, je dirais, au classement et pouvoir après ensuite intégrer l'équipe de France féminine. C'est mon petit côté chauvin peut-être qui ressort, mais j'avoue que cet Open-là, pour moi, c'est le number 1 de tous les Open que je peux avoir, toutes compétitions confondues. Le Black Ball demande beaucoup de stratégie. C'est autant de l'attaque pour rentrer les billes dans les poches, mais autant aussi de la défense pour empêcher le joueur adverse de rentrer ses billes. Le club organise cette compétition à Saint-Fulgent depuis 3 ans. Ça nous permet donc de financer nos billards, des nouveaux billards. C'est aussi pour faire développer ce sport, faire voir que c'est un sport qui se joue autant par les hommes que les femmes, autant qu'on soit valide ou non ou invalide. Ça permet vraiment de faire découvrir un sport qui est encore assez mal connu. Allez, pour les derniers résultats et classements de ce soir, un coup d'œil sur la Nationale 1 élite de ring hockey. Le Poiré Survie reçu 3/3. Les Genoux enchaînent un 3e succès consécutif après leur victoire samedi soir sur le parquet de Quintin, 5-2. Le Poiré Roller est ainsi seul leader. Et puis en déplacement également, les Lyonnais de la Vendéenne n'ont pas pu faire mieux qu'un match nul 5-5 obtenu en toute fin de rencontre face à Dinan-Quévert. Les Lyonnais sont 6e. Et puis d'autres Lyonnais, cette fois sur les patinoires de hockey sur glace du côté d'Annecy. Le Hugli l'a emporté 4-2, notamment dans le dernier tiers-temps. 2e victoire en 4 matchs pour le groupe de Juraj Oselka qui gagne un rang et se place désormais en 6e position.
Avant de se quitter, un petit détour par les Sables d'Olonne, où le village du Vendée Globe entame sa 2e semaine. Nous sommes aujourd'hui à 13 jours du grand départ, je vous le disais, programmé le 10 novembre. Toujours beaucoup de monde, bien sûr, sur les pontons. Les visiteurs noteront notamment depuis ce lundi à la mi-journée, et ce pour plusieurs jours, l'absence d'un IMOCA, celui de Louis Burton. L'équipe du skipper de Bureau-Vallée, 3e du dernier Vendée Globe, a en effet annoncé que la quille de l'IMOCA avait besoin d'un soin esthétique, et ce suite à un accrochage avec un casier lors du convoyage vers la Vendée. Voilà pour le tour de l'actualité sportive de ce lundi 28 octobre 2024. Et puisque le sport ne s'arrête jamais sur TV Vendée, on se retrouve dès jeudi soir avec nos invités rugby, nos invités du FC Lyonnais. D'ici là, très bonne fin de soirée à toutes et à tous. Belle semaine sur TV Vendée. Et puis on se quitte évidemment avec les images de joie des jaunes et noirs de Saint-Philbert-la-Réorthe, la Jeudonnière. Petit poussé qualifié pour le 7e tour de la Coupe de France. Salut!